Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mardi 18 juillet 2022. Et bon, malheureusement, on ne débutera pas le direct d'aujourd'hui, mais je préfère quand même assurer ce Good Morning Market du jour. Alors, comme d'habitude, on fait un point sur la séance de la veille, sur le contexte de marché et on passe directement à l'analyse technique. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a eu une clôture en hausse hier en Europe avec une petite hausse pour le DAX, 0,74%. Alors, les investisseurs continuent de peser les craintes de récession, la montée de l'inflation avant la réunion de la BCE de cette semaine. Ce sera l'événement sur le vieux continent. On s'attend à ce que la BCE relève ses taux d'intérêt pour la première fois en 11 ans. Et Lagarde signale pour l'heure une hausse de 25 points de base. Alors à Wall Street, on a eu une hausse en début de séance et c'était soutenu principalement par les résultats trimestriels, supérieurs aux attentes de deux grandes banques, Goldman Sachs et Charles Schwab. Alors le marché a aussi revu à la baisse les prévisions d'une hausse de taux de 100 points de base après que la semaine dernière plusieurs responsables, plusieurs intervenants de la Réserve fédérale américaine se soient prononcés en faveur d'une hausse des taux d'intérêt seulement de 75 points de base. Alors déjà 75 points de base c'est énorme, mais maintenant on parle de seulement 75 points de base supplémentaires. Alors ce sentiment, cet appétit pour le risque s'est érodé, s'est dégradé après un rapport de Bloomberg. Selon ce rapport, Apple prévoit de ralentir les embauches et les dépenses pour certaines équipes l'année prochaine. Et donc ici, c'est un signe que les objectifs financiers n'ont pas été atteints ou que la demande diminue. Et donc ça devrait se traduire par des résultats trimestriels décevants. Cela donc a dégradé l'humeur, rongé l'appétit pour le risque. On notera que Pelosi, présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis, devrait se rendre à Taïwan le mois prochain. Cette fois-ci, ça se concrétisera peut-être et ça devrait provoquer la colère de la Chine. Je vous rappelle que la précédente visite prévue au début de cette année avait été annulée après que la Chine eut exprimé son opposition et qualifié cette visite de provocation. Alors un mot sur l'énergie, pas mal de choses sur le gaz naturel et le pétrole. On a vu des belles remontées des cours de l'énergie. On commence par le gaz naturel. Alors, très belle hausse de 4%. Alors, Gazprom a déclaré le cas de force majeure sur l'approvisionnement pour un grand client européen. On notera également d'un autre côté que le Canada a débloqué la livraison d'une turbine du gazoduc Nord Stream 1. Et donc tout cela pour donc apaiser les tensions parce que la sécurité énergétique de l'Europe est en grand danger. On a également un dollar qui a reculé par rapport à ses sommets pluriannuels et ce qui a renforcé les hausses pour le gaz naturel. Donc la déclaration de Gazprom est venue semer le doute sur ce marché-là. L'intervention du Canada aura peut-être un effet, ça apaise quelque peu les craintes. On a en plus de ça une chute du billet vert. Donc tous ces éléments sont venus propulser le gaz naturel. En plus de ça, on a un élément technique, une figure chartiste en épaule tête épaule inversée en données H4. On va le voir. On est proche, certes, de l'objectif théorique, on est à mi-chemin, mais c'est un rallye qui pourrait se prolonger. Concernant le pétrole, un bon donc gaz naturel 4%, pétrole 5%. On a cette visite de Joe Biden en Arabie Saoudite. Les ministres saoudiens ont insisté sur le fait que les décisions politiques seraient fondées sur la dynamique du marché et sur la réunion de l'OPEP plus du 3 août. Donc la visite de Joe Biden pour augmenter l'offre n'a pas servi à grand-chose. Visiblement, les États-Unis ont peut-être trop tiré sur la laisse et les Saoudiens l'ont peut-être définitivement arraché. Donc c'est assez inédit ce qu'on voit ces derniers mois. On voit donc l'Arabie Saoudite qui est en train de s'émanciper des États-Unis, l'Arabie Saoudite qui refuse les demandes des États-Unis depuis quelques mois, même depuis un peu plus d'un an, et donc cela vient se confirmer. Aujourd'hui, c'est confirmé hier avec ce refus de l'Arabie Saoudite de répondre favorablement à la demande de Joe Biden d'augmenter la production. En plus de cela, comme nous l'avons vu, de nombreux pays de l'OPEP ont atteint leur capacité maximale de production. Donc tous les pays n'auraient pas pu répondre favorablement. Il n'y a que l'Arabie Saoudite et concrètement, il me semble, les Émirats Arabes Unis. Donc ce n'était pas un effort conjoint car ce n'est pas possible, mais simplement pour les producteurs donc les plus importants. Donc voilà pour cette petite parenthèse, c'était cette visite de Joe Biden qui était attendue depuis plusieurs semaines. Alors visiblement, il n'a pas le
bons contacts avec donc, les pays producteurs du Moyen-Orient et il ne parvient pas à ses fins. Alors on notera d'un autre côté que la secrétaire américaine au Trésor, Yellen, a déclaré que les discussions avec la Corée du Sud sur le plafonnement du prix du pétrole russe étaient encourageantes. Un mot sur les crypto-monnaies qui ont retrouvé des couleurs, parce que ça avance, ce fameux passage du proof of work au proof of stake pour Ethereum. Vous savez qu'Ethereum, comme Bitcoin, ces blockchains-là fonctionnent sur le proof of work. Ça demande de l'énergie, ça consomme énormément d'électricité, et donc c'est ce qui est pointé du doigt par les crypto-sceptiques. Mais il y a donc cette manière de créer des crypto-monnaies, de valider des blocs qu'on appelle le proof of stake. Et ici, ça ne se base pas sur l'électricité, ça ne se base pas sur l'énergie. C'est ce qu'on attend d'Ethereum. On attend ce passage-là. C'est ce qu'on appelle de merge. Ces dernières semaines, il y a eu de nombreux tests. On a fait ce passage de proof of work au proof of stake sur des réseaux tests, sur des testnets, pour voir un peu la réaction, hein, car il s'agit de fusionner deux blockchains avec des milliards gérés, enfin pas gérés, mais qui sont donc des milliards de transactions qui sont dans des blocs. Et donc ça se fait sur des testnets avant de le faire sur le mainnet, donc sur le réseau principal. On ne cesse de repousser, les développeurs d'Ethereum n'ont cessé de repousser cette date, la date de merge où on passe au proof of stake. Et là on a une date, hein, visiblement, ce serait le 19 septembre. Hein. Ça avait été repoussé au préalable à début octobre. Hein. C'est le créateur d'Ethereum, Vitalik, qui l'avait annoncé. Là visiblement on rapproche la date pour le 19 septembre et ça ce sera un événement de taille pour le marché des crypto-monnaies. On fera le point là-dessus, hein. Je ne vais pas m'attarder, on pourrait faire une vidéo qui est dédié à ce sujet, mais on en parlera peut-être d'ailleurs sur une vidéo dédiée à ce sujet, parce que c'est peut-être à ce moment-là qu'on aura ce qu'on appelle de flipping, le moment où la capitalisation d'Ethereum dépasse celle de Bitcoin, et peut-être que la blockchain Ethereum deviendra le moteur de la blockchain Bitcoin, étant donné que Ethereum propose des possibilités, permet donc de développer la finance décentralisée. Voilà pour ce petit point. On passe à présent sur les indices boursiers. Voici le DAX, hein, donc vous voyez, on est toujours en train d'osciller aux alentours de cette oblique haussière qui relie les creux. On a une belle figure technique tout de même en H4, une figure haussière. Vous voyez, c'est un double creux ici en H4, et on refuse la cassure de la ligne de coup, hein, très exactement. Vous voyez, on l'a invalidé dans la foulée, alors qu'une cassure de cette ligne de coup nous aurait renvoyé directement au retracement de Fibonacci de 50%, 13 518 points. Donc un très beau double creux ici, qui malheureusement ne se valide pas pour le moment. Hein. Pour ce faire, il faut ici casser, hein, cette oblique pour espérer aller chercher donc l'objectif théorique, hein, une figure qui à la base est un peu plus, voilà, donc je vais essayer d'être plus précis, hein, le tout étant de relier ici ce creux avec celui-ci. Et donc vous voyez, invalidation dans l'immédiat et donc un double creux qui n'a pas fonctionné. Concernant le S&P 500, et c'est ce qui fait peur à l'heure actuelle, c'est qu'en données journalières, pour les indices américains, on est très proche du nuage journalier. Donc on pourrait être à l'aube d'un repli considérable, un repli qui pourrait être provoqué par les résultats d'entreprises qui pourraient être décevants. Et ce nuage journalier a déjà, ici comme on le voit, vous voyez en données journalières, on le voit, on est allé chercher ce nuage journalier, on le voit mieux en données H4, hein, vous voyez, et en s'en approchant, on se replie dans les médias. Alors, je pense que cette fois-ci, une sortie par le bas du nuage, contrairement aux dernières fois, pourrait aboutir au récent creux. Hein, pour l'heure, on tient bon, j'ai même l'impression qu'on a peut-être même un triangle symétrique, et donc la cassure d'une de ces bornes nous permettra donc de déterminer le sens du prochain mouvement. Donc j'ai un biais plutôt baissier sur les indices américains, notamment à cause de la saison des résultats qui pourrait être très décevante. Concernant le S&P 500, on n'a pas ajouté le nuage Ishimoku, il est ici, vous voyez, on est en train de progresser dans ce canal haussier, on a fait une fausse cassure ici, encore une fois, comme pour le Nasdaq, je pense que la prochaine devrait être la bonne. Concernant le Dow Jones, aussi dans son canal qui se rapproche du nuage journalier. Ici, donc dans ce cas-là, hein, si le scénario que j'ai énoncé pour le Nasdaq et le S&P 500 venait à se réaliser, on aurait donc une sortie par le bas du nuage sur le Dow Jones qui nous permettrait d'aller tester la borne inférieure de ce canal et donc d'aller chercher le seuil psychologique des 30 000 points. Hein, donc c'est mon objectif pour le Dow Jones, ce seuil psychologique des 30 000 points, je pense qu'il devrait être atteint, ce qui permettrait de tester la borne inférieure de ce canal baissier. Voilà pour les indices boursiers, on passe sur les crypto-monnaies.
Alors, on est vraiment dans un moment clé pour les crypto-monnaies d'un point de vue graphique, hein. On comprend très vite en voyant ce graphique du Bitcoin. Ici, tout le bear market, hein, a été complètement décanté. Vous voyez, on est dans un range, ça nous rappelle précédemment, hein, lors du mois de mai-juin. Et on s'attaque à une très très grosse résistance. C'est notre nuage journalier renforcé par une moyenne mobile. Et c'est la moyenne mobile à 50 périodes, il me semble, exactement. Et donc, vous voyez, cette mèche supérieure ici. Donc, je vois qu'il y a des vendeurs à ce niveau-là. Et au vu de l'historique des cours, vous voyez ce comportement ici, je pense qu'on pourrait avoir un scénario similaire sur le Bitcoin. Je pense qu'on ne reviendra à la hausse qu'en septembre-octobre et qu'on pourrait aller marquer un nouveau creux, malheureusement. Alors, ce qui pourrait invalider complètement ce scénario, ce serait une traversée de nuages pour se hisser au-dessus des 25 000 dollars. Donc, si on passe au-dessus des 25 000 dollars, je pense que la voie serait ouverte une fois pour toutes vers les records. Mais malheureusement, pour le moment, on pourrait entre-temps marquer un nouveau creux, malgré la cassure ici du niveau des 50 du RSI, qui, je vous le rappelle, correspond à la cassure de la Kijun. Donc, prudence. Peut-être que justement le passage de Proof of Stake au Proof of Stake pour Ethereum permettra la fin de ce bear market. Pour l'heure, on est toujours en grand danger, hein. On le voit en données H4, ça ne donne pas plus d'informations. On est en train d'osciller autour du nuage. Les données journalières sont beaucoup plus pertinentes à l'heure actuelle. Concernant Ethereum, concernant l'Ether, hein, parce que Ethereum c'est le nom de la blockchain, Ether c'est la crypto-monnaie native de cette blockchain. Donc ici, vous voyez, on a déjà intégré le nuage. C'est l'Ether qui porte les crypto-monnaies. C'est cette annonce d'un passage au Proof of Stake le 19 septembre qui vient améliorer le sentiment sur le marché des crypto-monnaies. Un marché des crypto-monnaies qui a été soumis à des difficultés historiques, hein, notamment le monde de la DeFi, de la finance décentralisée, avec des liquidations pratiquement en cascade, avec des exchanges, les plus gros exchanges comme Binance et Coinbase qui ont des problèmes de retrait, des transactions bloquées, et j'en passe. En plus de ça, une industrie des crypto-monnaies qui licencie pour essayer de courber le dos en attendant que le bear market passe. Donc c'était vraiment un hiver des crypto-monnaies, et je pense que ce qui va mettre un terme à cet hiver-là, c'est Ethereum et le passage de cette blockchain au proof of stake, la preuve d'enjeu pour mettre de côté la preuve de travail. Et donc, vous voyez, donc ce sommet sur Ether. On attend ici une sortie du nuage. Donc, pour Bitcoin, c'est passer les 25 000 dollars. Et pour Ether, c'est sortir du nuage par le haut. Et je pense même passer au-dessus des 2000 dollars. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. On va continuer par le gold qui a donc marqué un creux effectivement. On n'est pas allé ici jusqu'au 1680. Le seuil psychologique des 1700 dollars tient bon. Vous voyez ici en données H4, on tient. On a un nuage Ishimoku qui vient exercer la pression. Donc je pense que le billet vert va se renforcer davantage, hein. Le billet vert marque une pause, ce qui permet au gold de se stabiliser. Je pense que la hausse va reprendre sur le billet vert. On va retourner donc à la parité sur l'euro-dollar et le gold va passer sous les 1700 dollars l'once pour aller chercher les 1680. Si et seulement si le dollar américain parvenait à se ressaisir. Donc 1680, il me semble que c'est ce creux-là, le creux de début août 2021. Donc peut-être qu'un an après, on va y revenir. C'est le dernier rempart, donc avant les 1675 environ. Donc voilà pour le gold, le pétrole WTI. Vous voyez, hein, cette reprise haussière avec ce refus de l'Arabie Saoudite de répondre favorablement à la demande des États-Unis. Alors, on pourra avoir cette correction pourrait toucher à sa fin ici lorsqu'on se hissera au-dessus des 100 dollars le baril, on y est presque, et aux alentours des 102,50. On a cette moyenne mobile là qui pourrait mettre un terme à la hausse. Ça a déjà été le cas précédemment, hein, vous voyez, ici et ici. Et je pense qu'ici, on aura un bon point de vente parce qu'on a une moyenne mobile qui sera renforcée par un haut de nuage et donc ça en fait une résistance beaucoup plus forte. C'est un peu comme ce que l'on a vu ici, hein, vous voyez, on avait la sortie de nuage, une moyenne mobile 50 qui renforçait la sortie de nuage à deux reprises. Ça a maintenu les cours. Il a fallu, la dernière fois que cette moyenne mobile 50 a été franchie, il aura fallu un gap baissier. Donc peut-être ici un très bon point de vente aux alentours des 102 dollars le baril, donc une hausse qui pourrait s'étendre davantage. Le gaz naturel, ça c'est très beau, hein, vous voyez,
Je pense qu'on en a parlé la semaine dernière, cette figure en épaule, tête-épaule inversée, on est déjà plus... on est aux portes de l'objectif théorique qui est légèrement au-dessus du seuil psychologique des 8. Je pense que le gaz naturel pourra aller au-delà. Alors, ce qui est intéressant de noter, on a fait une pause sur le gaz naturel parce que l'été, normalement, c'est la période à laquelle on remplit les stocks. C'est pour ça qu'on a vu donc cela a permis au gaz naturel de marquer le pas dans son rallye. Et je pense que dans un mois, voire un mois et demi, le rallye va reprendre et pour le moment, on va se repositionner afin de reprendre ce rallye haussier sur le gaz naturel. On va trouver peut-être un point d'équilibre. Je pense que ce point d'équilibre serait aux alentours des 8,500 hein, dans cette zone-là. Ici, aux alentours du retracement de Fibo à 78,6%. Donc, je pense qu'on va surpasser l'objectif théorique, peut-être pour se stabiliser aux alentours des 8,500, 8,700 avant de repartir à la hausse pour un nouveau rallye à la fin septembre, début octobre. Mais pour l'heure, hein, on a toujours quelques points. On a toujours d'ailleurs 6% à aller chercher pour atteindre l'objectif théorique sur le gaz naturel. En tout cas, très belle figure chartiste, pardon, je vais y arriver, en épaule tête épaule inversée, une figure de retournement. Et je vous le rappelle, l'objectif théorique nous est donné en prenant la hauteur de la figure et en la reportant au point de breakout. Alors c'est tout ce qu'il y a à signaler sur le marché des matières premières. Un coup d'œil sur le marché des changes avec un billet vert qui lâche un petit peu du lest, qui s'éloigne de son sommet pluriannuel. Je pense pas qu'on va sortir par le bas du nuage. Je pense qu'on va plutôt aller chercher peut-être ici cette Kijun journalière, ici aux alentours des 106,5. Cela permet tout de même à l'euro dollar de respirer, de s'éloigner de la parité. Hein. Vous voyez, on est passé en dessous de la parité et même résistance. Le support pour le billet vert sera la Kijun, la résistance pour l'euro dollar sera également sa Kijun. Et donc je pense que l'euro dollar ira jusqu'au peut-être 1,03 avant de repartir, aller chercher la parité. En tout cas, tout devrait s'accélérer dès jeudi avec la décision de la Banque centrale européenne. Et sur ce, on met un terme à ce nouveau Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente séance de trading, une très bonne journée. On se donne rendez-vous à demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.